La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet. C'est assez chelou comme sujet, parce qu'à la fois, ça peut être passionnant si tu le prends sous certains angles, comme tu sais le faire, et à la fois, à chaque fois que moi j'approche alors il faut dire le consentement, potentiellement, du RGPD, je sais pas, je me dis... Boring, voilà, exactement. Tu dis c'est un sujet qui est né d'une législation finalement, Était-elle vraiment nécessaire? Plus on avance, plus on se dit que probablement oui, mais on se dit que aussi, on aime bien les internets libres, et puis on se dit que ça met des barrières dans plein d'entreprises en Europe. Alors maintenant, les Américains sont en train de faire peut-être pareil. Tu vas me raconter un peu, mais voilà, tout ça est né Acceptio, que tu as fondé en 2016. 2016 pour la SAS, et le produit en tant que tel 2018. 2018, 2 ans. Ouais, 2 ans de pivot, de questionnement. 2 ans pour faire un bandeau avec marqué Accept. Ah non, parce qu'on a fait pas mal de trucs entre-temps, qui d'ailleurs sont encore dans le produit pour certains. Mais oui, on s'est cherché, comme beaucoup d'entreprises en France. J'en découvre encore. J'en ai découvert encore un ce matin qui était Test. Ouais. On va en parler aussi des produits. J'ai vu qu'ils arrivent à faire des trucs intéressants et que j'attendais un peu avec. J'ai besoin de comprendre certaines choses d'ailleurs Bien sur sûr. Test. Voilà, donc toi, t'as cofondé ça. Tu l'as fondé tout seul? Non, on était 5 au départ. Ok, la vache. On était 5 au départ, et avec des compétences extrêmement complémentaires. Il y avait de la tech, moi, pour le coup, un peu à l'initiative du projet, actionnaire majoritaire. Et après, il y a ma compagne Delphine, qui est CFO, donc finance. Christophe, qui est avocat et spécialisé dans les questions des données personnelles. Et puis Laurent et Guillaume, qui étaient respectivement au marketing et au sales, mais qui sont partis après, lorsque l'entreprise a grandi et qu'on a fait des levées de fonds. Ok. Alors, nous, on a un lien particulier, c'est que tu es le premier investissement d'OVNI. Oui. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que c'est même pré-OVNI. Oui, j'en suis fier. Mais tu es quand même dans OVNI et le premier aussi investissement d'OVNI. Tu peux me raconter en 2 secondes comment c'est quoi la story en fait? C'est une histoire de fit humain avec Arnaud, qui est un des créateurs d'OVNI, avec Augustin. Et depuis un petit bout de temps, en fait, on se suivait dans notre écosystème startup, sur ses projets, sur mes projets. Une histoire de Montpellier, tout ça. Voilà, on s'est dit, il faut absolument qu'on arrive à travailler ensemble. Et lorsqu'il a été question pour nous de faire notre levée de fonds, eh bien Arnaud nous a aidés, il nous a accompagnés, et il a pu, avant même d'avoir véritablement constitué OVNI, il nous a guidés sur cette levée de fonds. Et donc c'est très, très légitimement et très justement qu'ensuite OVNI est rentré au capital comme ça. Donc c'est vraiment... pour nous, on a été à l'inception du projet OVNI, et vice-versa, Arnaud a été à l'inception du projet Acceptio. Extra, voilà, et ça pose une belle base, parce que quand évidemment, ça change pas tout pour la suite, mais quand t'as un beau projet comme ça, qui grossit aussi fort et aussi vite, ça montre qu'on fait pas n'importe quoi. En fast forward, donc 2018, tu lances ton produit, on est 6 ans plus tard. Ouais. Ça fait combien de MRR, de ARR? Alors, aujourd'hui, je vais plutôt parler en nombre de sites, parce que voilà, on est dans un domaine qui est extrêmement concurrentiel et où la question de l'ARR devient extrêmement importante pour des raisons de consolidation de marché sur lesquelles on pourra revenir. Mais aujourd'hui, on équipe 70 000 sites internet. Incroyable. C'est beaucoup, et c'est d'autant plus beaucoup qu'en réalité, toute notre stratégie d'acquisition repose sur la visibilité de notre widget. Et alors, attends, un site, il paye pas forcément pour utiliser Acceptio, ou il paye La toujours? plupart payent, sauf qu'en fait, on a une stratégie de vente indirecte. On travaille avec beaucoup d'agences, notamment des agences web, des développeurs, qui disposent d'une licence particulière et qui leur permettent de nous installer sur les sites que eux font. Donc ça crée un effet réseau qui permet, en signant une agence, d'être installé sur 50 sites, par exemple. Ok, très clair. Et eux gagnent le revendent derrière. Exactement. Et gagnent un petit peu. Exactement. Ça c'est un modèle qui est... dès l'origine d'Acceptio, en fait, on a pensé aux agences parce qu'on venait du monde des agences. Moi, j'ai travaillé en agence web. Chez qui?
Alors, j'ai travaillé dans une petite agence qui s'appelait Anode et Cathode à l'époque et qui maintenant a grandi et s'appelle Digitalmate à Bordeaux. Ok. Et puis ensuite, avec mes associés, on s'est rencontrés lorsqu'on travaillait chez Exaprint, qui était une solution de web-to-print dédiée aux professionnels. Donc, on travaillait avec des clients agences. Qui est toujours à Montpellier aussi. Qui est à Montpellier aussi. Tout à fait. Très, très belle boîte, où j'ai eu la chance de diriger l'équipe informatique pendant 4 ans. Et dans cette entreprise, en fait, on a travaillé sur un modèle de revente. Donc le modèle revendeur qui était extrêmement porteur pour le print et qui nous a beaucoup inspiré dans l'aventure Acceptio. Extra. Tu dis Acceptio. Alors sur le nom, je suis pas comment dire. Je suis conscient que c'est pas le nom le plus facile à dire. En même temps, je m'appelle Romain Bessus-Jmezy, ce qui est pas non plus super facile à dire. Le petit conseil que j'aime bien donner aux gens qui travaillent avec moi, c'est de penser à un sort dans Harry Potter et de se dire Acceptio. Ouais, Acceptio. Ouais, ça marche. Donc, moi, je disais Acceptio, mais, ça marche aussi. Ça marche aussi. Ok. Bon, tout ça, c'est clair. Donc, 70 000 sites. En fait, normalement, je fais le calcul pour essayer de tirer un chiffre d'affaires. Le problème, c'est que là, je le connais, le MRR et l'ARR. Donc, je vais devoir, tu vois, je peux pas le faire. Ce serait tricher. Mais donc, c'est un très gros montant, quoi. C'est hallucinant. Donc, c'est vrai que, c'est d'ailleurs assez bizarre. Parce que moi, tu vas m'expliquer ce que vous faites, mais je vais te poser la question autrement. C'est qu'en fait, quand tu regardes ça, tu te dis non, mais ça va, en fait. Il y a un putain de bandeau en bas du site. Où est la valeur ? Il y a 3 machins. Tu vois, oui, il y a une histoire de DMP, de Chief Data Officer, de je sais pas quoi, mais enfin bon, c'est pas non plus. Tu nous envoies pas dans l'espace, tu vois. Et pourtant, ça fait un gros MRR, un très gros ARR, et il y a 70 000 sites qui l'utilisent. Alors raconte-moi ce que vous faites, pourquoi c'est difficile, et peut-être pourquoi vous cartonnez plus que les autres. Alors, il y a 3 façons de comprendre le business et la raison pour laquelle les gens sont prêts à payer pour un bandeau cookie. Le premier, c'est une logique assurantielle. C'est-à-dire qu'il y a un risque d'amende, il y a une réglementation, et donc, un peu comme une assurance, je vais payer un frais mensuel auprès d'un professionnel dont c'est le métier pour me garantir que je suis dans les clous. Ça, c'est une majorité des business qu'on adresse, notamment SMB, mid-market, des entreprises qui sont dans une recherche de conformité, la compliance. Et donc là-dessus, si jamais ils ont des problèmes derrière, c'est toi qui prends. On a, en tant que sous-traitant, on est responsable en tant que sous-traitant de ce qu'on fait du consentement. Après, ça reste un outil que notre client est capable de mal configurer, mais on fait une veille régulière sur nos clients. On s'assure que les configurations des sites sont conformes et qu'ils ne se mettent pas en danger. Et d'ailleurs, ça me fait une petite transition vers le deuxième cas. Donc, on a parlé de la logique assurantielle, mais tu as aussi la logique de monétisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des sites internet qui veulent monétiser leur audience vont passer majoritairement par de la publicité. Okay. Et pour pouvoir afficher des publicités et accéder à tout le réseau d'intermédiaires publicitaires qui sont là pour poser des pubs sur les pages que tu visites, eh bien, il faut une preuve de consentement. Parce que ces publicitaires-là, eux, ne veulent pas être condamnés, et donc ils exigent des sites qui déposent des publicités d'avoir une fenêtre de recueil de consentement qui répond à leurs standards. Et c'est là où on est dans une deuxième explication de la valeur du produit. Respecter les standards de la publicité, respecter la conformité au niveau réglementaire. Tout ça, ça nécessite des compétences, du développement et de la maintenance, puisque ces normes, elles évoluent de manière assez fréquente. Et c'est là où se tourner vers une solution dont c'est le métier de gérer le consentement, ça a du sens. Ok. Ce risque, il existe vraiment ? Du point de vue de la publicité, il est absolument immédiat. C'est-à-dire que tu ne pourras pas poser des pubs sur ton site si tu n'as pas de bandeau de consentement. Non, mais je veux dire, te faire tacler par des autorités. Il y a des gens qui se font vraiment condamner. Oui. Vous êtes beaucoup ? Oui, le marché est assez florissant, on va dire. On a une concurrence qui est très localisée, avec des champions nationaux dans plein de pays. Des boîtes comme nous, qui se sont créées en sentant un peu la poussée du vent réglementaire dans leur voile. Et on a aujourd'hui, je dirais, une trentaine d'acteurs majeurs dans le monde, avec quelques gros leaders, dont un Américain et un Allemand. Et plein de petits qui sont souvent des émanations d'agences web. On a
dans le monde des agences et du service, souvent l'envie de faire un peu du produit. Parce que on en a marre des clients. Je l'ai fait à maintes reprises dans mon agence, oui, tout à fait. Et en fait, des agences web qui sont là en train d'implanter du bandeau cookie et de voir qu'elles font payer leurs clients pour ça, beaucoup sont à se dire mais peut-être qu'on pourrait le développer nous et ça nous ferait une source de revenus complémentaire. Donc on se retrouve sur un marché avec beaucoup de petits acteurs qui ont lancé des solutions qui fonctionnent, mais dont c'est pas une activité pure player. Okay, ouais. Voilà, principale. Et donc le marché est un peu en train de se couper en deux entre des vrais pure players dont on fait partie et puis des petites solutions. Et là, je dirais qu'il y a un espèce de gendarme qui arrive, c'est Google, qui depuis quelque temps en fait a décidé de recommander des solutions de consentement professionnel, pure player, au détriment des plus petites. Et ils ont créé ce qu'on appelle le CMP Partner Programme, dont on fait partie. Donc on est un Gold Partner. Et ça crée une espèce de première division, deuxième division dans le marché. Là-dessus, un Google, si tu l'as pas, je me pose la question, si t'es pas Gold ou quoi, ça te dévalorise, je sais pas, en SEO, en quoi que ce soit ou... SEO, probablement pas, mais ce qui est sûr, c'est que dans un marché concurrentiel où les concurrents appellent tes clients et te disent « Ah, vous avez vu, lui, il est pas Gold et moi, je suis Gold », bah ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, et d'autant plus que Google a encore parole d'évangile pour beaucoup de professionnels du web, que ce soit en agence ou même dans les départements marketing. C'est branle-bas de combat dès qu'on reçoit un mail de Google Ads qui nous dit « Attention, votre campagne ne peut pas être diffusée parce que ça ». Et donc c'est là où c'est important d'arriver à rester proche de Google, à avoir une bonne relation avec eux pour être certain que on respecte à la fois leurs exigences techniques et puis qu'on soit poussé et mis en avant au même titre que les autres confrères. Ok, intéressant. C'est une commodité, un peu, ton Acceptio? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des vrais éléments différenciants entre tout ça? Parce que là, quand je t'écoute, je me dis, si tu me mets en avant, je te taquine un peu, mais ce tampon Google, ou le fait que des petites agences le fassent comme vous et que elles s'en sortent, je pourrais me dire, bon, bah, super, en fait, il y a pas de... C'est juste que soit t'es fort commercialement, soit t'as des bons partenaires, soit t'as du bon SEO, soit tes agences sont meilleures que les autres, soit juste t'étais là avant. Alors il y a un peu de tout ça. Ce serait aujourd'hui se voiler la face que de dire qu'il n'y a pas de commoditisation dans le marché du consentement. Évidemment, beaucoup d'acteurs aujourd'hui essayent de trouver des relais. Certains gros acteurs se sont servis du bandeau cookie comme un pied dans la porte pour rentrer sur les sites de certains clients et vendre d'autres solutions. Donc du coup gratuitement ? Oui, souvent gratuitement, ouais. Okay. Souvent en étant complètement pas à l'équilibre. Quand tu prends du trafic de plusieurs millions de personnes, recueillir leur consentement, faire des appels à ton API pour enregistrer les preuves de consentement, et qu'après tu fais payer ça 30 € par mois, non, ça passe pas en fait. Et donc on est dans un marché qui est aujourd'hui en pleine phase de structuration. C'est à la fois la commoditisation avec un produit que les acheteurs ont de plus en plus de mal à payer au prix fort. On est aussi dans une consolidation avec du M&A qui s'opère un petit peu partout sur la planète. Et puis aussi une restructuration du marché avec cette création du CMP Partner de Google qui fixe un peu les règles du jeu. Et donc c'est à la fois très intéressant en tant que CEO d'évoluer là-dedans, parce que tu dois, adopter une tactique, une stratégie qui te permet de sortir du lot. Nous, on le fait de manière radicalement différente à ce qu'on peut croiser ailleurs. Quand nos confrères et concurrents vont avoir la tentation d'ajouter d'autres outils et rentrer dans le système d'information des clients, donc par exemple avec de l'analytics, avec des demandes d'accès, du RGPD, de la conformité, etc. Nous, ça nous intéresse pas du tout. Ce qu'on souhaite faire, en fait, c'est devenir vraiment l'interface entre l'utilisateur sur le site et la marque. On veut être un tiers de confiance qui vient démontrer que l'entreprise fait ce qu'il faut en matière de conformité et de données pour donner envie à l'utilisateur de partager de la donnée, de devenir client, etc. Donc on est plus dans une logique aujourd'hui qui se rapproche de l'onboarding que de simplement se mettre en conformité en cochant une case et en mettant un bouton. D'accord, donc tu pourrais finalement assez vite demander dans ton bandeau un email. Exactement. Ok. Est-ce que tu pourrais dans ce bandeau demander un email ou si tu as déjà demandé dans un autre bandeau un email, dire est-ce que tu acceptes de partager ton email sans que la personne le rentre? Alors c'est exactement l'idée qui se cache derrière Taste. Okay. Tu en as parlé en introduction tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi il y a un sujet qui m'est cher, c'est que
je fais un produit qui ennuie les gens. À longueur de journée, même si mon bandeau il est joli, même si les cookies qu'on a conçus avec Laura, notre directrice artistique, sont sympathiques. Je sais que vous en avez tous vu, hein, tous, Ouais, et je plusieurs fois par jour probablement. Ouais. Probablement. Ouais. En fait, ça ennuie les gens. On a tout fait pour que ça ennuie le moins possible, mais faire un choix à longueur de journée qui est censé être éclairé, spécifique sur est-ce que j'accepte Google Analytics, est-ce que je refuse Facebook Pixel, personne n'a la compétence aujourd'hui pour le faire. Surtout, c'est chiant, quoi. Et c'est très chiant. Mais en revanche, moi, j'aimerais, oui, personne n'a la compétence, mais moi, j'aimerais juste dire oui ou non, mais tu vois, une bonne fois pour toutes, en fait. Tu vois, je fais pas la différence entre Énergie, Prisma et je parle d'éditeurs de presse, mais potentiellement Marmiton et je sais pas quoi. Tu vois, j'arrive sur un site, mais non d'office ou oui d'office. Alors, ce serait assez dramatique pour tous ces sites parce que si tu mets un et c'est non pour ça que d'office, Taste, c'est ce que feraient beaucoup de gens. Et c'est pour ça que Taste est conçu dans une logique de faire un choix éclairé sur chacun des sites que tu visites, mais de manière automatique. Alors comment on peut être à la fois automatique et éclairé ? C'est tout l'enjeu, c'est tout l'enjeu du produit qu'on développe. Donc notre principe, c'est d'avoir une extension navigateur que tu charges dans ton Google Chrome, dans ton Safari, Firefox. Et ça marche sur mobile ? Ça marche pas encore sur mobile. On a pas mal de R&D sur ce point-là, avec des secrets industriels que je ne dévoilerai pas. Mais sur Chrome, aujourd'hui, tu charges l'extension, on détecte la plateforme de consentement. Forcément, on en est une nous-mêmes, donc on sait exactement qui sont nos confrères. Et je vais extraire la liste des cookies qu'ils utilisent. Et sur la base de cette liste de cookies, je vais regarder par rapport aux préférences que tu nous as partagées, lesquelles cochent ou pas tes préférences, et je vais donner le consentement. Donc sur un site web, par exemple de Prisma, on arrive sur ce site, je vais avoir 70-80% des cookies qui sont autorisés. Il y en aura 20% qui n'auront pas passé le cut, mais en fait, Prisma, ils auront du consentement. Et comme ils auront du consentement, ils pourront mettre de la publicité, pas avec l'intégralité de leurs sous-traitants, mais en tout cas, c'est déjà bien meilleur que ce qui peut se passer avec un adblock. Oui. Et la valeur ajoutée pour l'utilisateur, c'est effectivement de te débarrasser de tous les bandeaux cookies, sur tous les sites que tu visites, hein, peu importe si c'est Acceptio ou pas. Mais pour le client d'Acceptio, là où c'est hyper intéressant, c'est que si tu as Acceptio sur ton site et que c'est un utilisateur de l'extension qui vient, il y a un partage de données zéro partie, donc de la donnée volontairement partagée par l'utilisateur qui arrive sur le site web. Donc récupérer une adresse email, récupérer des informations sur tes centres d'intérêt ou tes intentions d'achat. Ok. C'est ce que je comprends pas là-dedans exactement, c'est qu'est-ce que tu partages où si un jour je mets mon adresse email par exemple, tu vois, qui serait automatiquement partagée. Moi, j'ai pas envie qu'elle soit automatique. Elle sera pas automatiquement partagée puisqu'en fait c'est le cœur du réacteur, l'adresse email. Ouais. Ce qui va être partagé, c'est plutôt des centres d'intérêt, c'est plutôt des intentions d'achat. Tu as envie de partir en Asie cet été ? Ben, c'est une information qu'on va pouvoir partager au site web qu'utilise Acceptio. Et cette information-là, elle intégrera ensuite ce qu'on appelle les bid requests, donc les requêtes publicitaires qui partent aux différentes régies pour dire bah, si vous avez des pubs pour l'Asie, je prends. Ok, super intéressant. Toi, t'es un mangeur ou un mangé ? T'es un prédateur ou un... Moi, je suis plutôt un mangeur. Parce que si je comprends bien, tu me parles d'un géant américain, un géant allemand. Ouais. Donc, il y a plus gros que toi. Oui, il y a plus gros que moi, c'est sûr. Il y a plus petit que toi, j'ai compris aussi. C'est pas la position toujours la plus... Quoi, c'est pas la pire, hein. Faut mieux être au milieu que tout en bas. Mais à vrai dire, je préfère ma position parce que, en fait, ce qui s'est passé dans le marché du consentement, c'est qu'il y a des acteurs qui étaient là assez tôt. On n'en faisait pas partie. Et ces acteurs qui étaient là assez tôt, ils sont arrivés avec des pitch decks auprès de VC américains en leur disant bah voilà, le marché il va faire 14 milliards, on va pouvoir prendre tout ça. Et le fait est que on s'est quand même un peu heurté à une forme de réalité où à travers cette problématique de consentement, il y a une telle concurrence et une différenciation produit qui est tellement difficile à avoir que c'est compliqué d'aller justifier ça. Et aujourd'hui, en fait, moi, ce que je remarque sur Internet, c'est que à part le bandeau Acceptio, t'es capable d'en nommer aucun autre, n'importe lesquels. Tu vois, tu sauras pas les reconnaître parce que il y a pas. En fait, ce sont des entreprises qui sont mises dans une stratégie très B2B, très classique, hein, très enterprise, avec des landing pages très carrés, pas trop d'identité, du bleu, du vert, etc. Et puis surtout de la marque blanche. Ils cachent leur logo sur le site sur lequel ils sont. Ouais.
Qu'est-ce que je peux voir comme site sur lequel je vois Acceptio pour ceux qui nous l'écoutent? Tu peux aller sur Jardiland, tu peux aller sur Aigle, tu peux aller sur Jacadi, tu peux aller sur l'Opéra de Paris. On va aller sur Aigle. Aigle.fr. Alors j'ai aigle.com. Ou .com, ouais, pardon. Alors peut-être que je l'ai déjà donné mon consentement puisque je le vois pas, on me le demande pas. Jardiland, c'est sûr que je l'ai pas donné. Ou alors. Voilà, Jardiland. Donc je vais essayer Jardiland. Alors Jardiland. Ok. Ou alors c'est que t'as un bloqueur. Ah oui, j'ai un bloqueur. Ah bah voilà. Bien sûr, mais qui n'a pas de bloqueur? Mais attends, le bloqueur, mais de temps en temps, donc mes trucs de consentement, c'est que sur mon mobile. Probablement. Okay. En fait, il y a depuis quelque temps, les adblockers ont intégré une liste de blocage dans laquelle ils détectent les CMP. On en fait partie. Okay. Alors on pourrait se battre contre ça, mais après tout, les gens qui installent des adblocks. Donc là, tu m'aimes pas trop, là. Tu me trouvais sympathique. Ah non, il n'y a pas de souci. Je respecte les choix. Toi, t'as pas d'adblock, toi? Non. Ok. Bah non, parce qu'en fait, ce serait malsain de ma part de vouloir imposer au web un truc que je ne tolère pas moi-même. Tu vois? Et c'est justement parce que j'ai pas d'adblock que j'ai vachement envie de pousser Taste. Ok. Non, mais j'avais l'impression que j'avais des cookies, mais en fait, c'est que sur mobile, t'as raison. Et il y en a probablement certains qui resquillent et qui font en sorte, tu vois, de changer un petit peu la façon dont ils se chargent pour pas éveiller l'attention des adblockers. Acceptio, notre credo, c'est qu'on respecte les préférences de l'internaute. Tu vois, s'il nous dit je veux pas de cookies, je veux pas de bandeau, j'installe un adblock, bah oui, on respecte. Voilà. Ok, très clair. C'est quoi le play alors là, à l'international, je veux dire, ou même tu dis c'est de l'acquisition si tu veux pas être si tu veux être plutôt dans la team prédateur. Tu dois acheter des concurrents, c'est pas verticalisé, c'est pas des fournisseurs, c'est plutôt des concurrents. C'est plutôt des concurrents si on va effectivement dans cette stratégie de croissance externe. Tu l'as déjà fait? On y travaille. Ok. On y travaille. Ça coûte cher quand même. Ça dépend. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est ton coût d'acquisition client rapporté à ta lifetime value. Donc, pour 1 euro dépensé, combien ça me rapporte au final. Tu connais ça, toi, chez toi? Ouais, bien sûr. Ce que je connais aujourd'hui, si tu veux, c'est mon ratio LTV sur CAC. Je le connais dans mes marchés matures, où on a un super ratio, qui est au-dessus de 6. Je sais que partir de 0 sur un pays, ça je le sais aussi parce que je l'ai fait au Canada, je sais combien est mon ratio. Et puis après, quand je discute avec des entreprises qui ont de la clientèle, tu vois, un certain ARR sur ces marchés-là, bah, je regarde le prix qu'ils me demandent, je regarde l'ARR qui est en face et ça me donne mon LTV sur CAC. Donc je peux comparer et savoir si je suis au-dessus d'une ouverture de filiale from scratch ou si je suis au contraire en dessous. Ok. Et il y a de la négo possible? Ils sont trop gourmands? Ouais. Non, parce qu'aujourd'hui, en fait, le marché est complètement rebattu par les questions de structuration qu'on évoquait au sujet de Google. Tous ceux qui n'y sont pas commencent à voir le vent du boulet, à sentir le vent du boulet, et je pense qu'il y a des opportunités qui se dessinent. C'est sûr que moi, je me mets à promouvoir tout ça sur Génération du Yourself avec un de tes partenaires qui s'appelle Witik, mais en effet, tu dis à tout le monde, maintenant, les gars, faut se préoccuper du truc, quoi, tu vois. Donc, en effet, quand t'es de l'autre côté, nous, avec Cosa Vostra, qui est l'agence digitale que j'ai cofondée il y a une dizaine d'années, on en propose pas mal. Et évidemment, on accompagne, mais jusqu'à quelques temps, des clients pouvaient dire non, mais allez, on s'en fout. Et là, on leur dit non, on s'en fout pas. Sachant qu'on peut avoir des responsabilités selon de défauts de conseil ou de choses comme ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans l'histoire d'Acceptio, alors c'était au tout début du RGPD, un des tips qui nous a fait décoller sur la clientèle agence, ça a été un modèle de décharge de responsabilité. En fait, on avait fait bien, j'adore. C'est un bon hack. En gros, on avait rédigé un document dans des termes un peu, tu vois, un peu légal, un peu pas qui fait peur, mais en tout cas, c'était un modèle que les agences pouvaient faire signer à leurs clients, disant « Nous vous avons informé que vous aviez la responsabilité d'installer tel truc. Vous nous avez dit non, donc vous assumez les conséquences. » Et c'était un outil d'aide à la vente fantastique pour les agences. On a des agences qui ont, en l'espace de 3 mois, toute leur base client était basculée sur Acceptio parce qu'ils avaient eu cette démarche de leur dire « Écoutez, si vous voulez pas le faire, mais moi je me décharge. » Ouais, ça peut se faire en 2 mails, ça en plus, tu peux l'automatiser. Complètement. Quoi. C'est extra. Complètement. Voire 3, premier mail qui dit je te propose un super outil pour te protéger et tout ça.
2, t'as pas répondu favorablement, donc je te demande de signer ce machin, et sinon c'est tacite acceptation. Exactement. Et puis 3, si jamais il revient, tu dis bah tiens, va sur Acceptio et puis salut, au revoir quoi. Exactement. Okay. Exactement. Extra. Avec un recurring qui vient derrière. Ça gagne combien une agence là-dessus sur Alors, l'agence va en règle générale revendre un peu au-dessous du prix public. Okay. Et elle va par contre avoir le produit à un prix beaucoup plus intéressant. Donc 30%? Ouais, même un peu plus selon les cas. Historiquement, on a même eu une offre à une époque où on était en full illimité, c'est-à-dire qu'elle payait un flat fee de 150 € par mois et après elle pouvait le revendre. On a des agences qui l'ont vendu 50 fois. Okay. Donc c'était 95% de marge sur Acceptio. On a des agences qui ont fait jusqu'à 50 000 € par an grâce à nous. Incroyable. Ouais, ça fait un petit revenu en plus, quoi. Pour des petites agences web, franchement, on crache pas dessus. Hein. Tu m'étonnes. Extra. Donc France ou étranger? Ah bah étranger. T'achètes plutôt à l'étranger là. Ouais, t'acceptes. Ouais. Et c'est quoi tes pays cibles? Aujourd'hui, c'est tous les pays dans lesquels la réglementation s'applique. Donc l'Europe, la Suisse, l'Angleterre. On a aussi le Canada, très intéressant. L'Inde. Personne n'y pense, mais l'Inde a aussi un RGPD-like. Voilà, donc on réfléchit surtout à ces zones-là. Et puis après, il y a la grande question de quid des US. Tu le disais en introduction, la question de la vie privée aux États-Unis, c'est une question qui a été qui a été débattue au cours des derniers temps, notamment avec un RGPD-like qui s'appelle le APRA, Okay. Qui est en cours de négociation. Peut-être que ce sera pour nous une espèce de phase 2, où on aura un RGPD bis qui arrivera aux États-Unis. On fait tout pour être prêt à ce moment-là, mais on se met pas pour l'instant à aller courir des lièvres aux US parce que c'est à la fois très cher et puis pour notre typologie de clients, il n'y a pas d'incitation forte à le faire. Ok. T'es accompagné là-dessus? T'as des boîtes qui t'aident à aller les chercher ou c'est toi qui le fais? C'est toi qui contactes tout seul? Alors sur ça, non, j'y vais tout seul. Tout seul. En fait, je suis bien accompagné par notre board. On a un board d'investisseurs que je vois tous les 2 mois. Je les appelle même toutes les semaines. On fait des points là-dessus. C'est une stratégie qu'on discute ensemble et c'est comme c'est assez safe comme investissement. Alors ça dépend du prix, mais tu as du MRR, normalement tu as une certaine visibilité. C'est des choses sur lesquelles tu peux emprunter ou tu dois forcément lever pour acheter? Alors non, sur ces sujets-là, ça peut se faire en cash si on a la trésor. Tu peux aussi avoir des leviers bancaires, tu peux faire des OC, des obligations convertibles, et puis in fine tu peux aussi aller faire une levée avec du private equity ou du growth equity. Okay. Pour justement te donner les reins solides pour faire ces acquisitions. Potentiellement de l'échange d'actions aussi? Bien sûr. Ouais, ok. L'objectif à chaque fois c'est quand même d'imposer ta tech, sauf si tu te trouves mieux ailleurs. Mais Non, systématiquement, c'est la tech qui prévaut. Okay. Justement, parce qu'on a parlé de taste, mais en fait, la raison pour laquelle on réfléchit à s'étendre, c'est surtout pour augmenter la visibilité de notre produit. Parce que le fait de voir Acceptio, c'est ce qui fait qu'on a des clients, mais c'est aussi ce qui fait qu'on a des utilisateurs de taste, puisque c'est la rampe de lancement, le widget. Quand tu cliques sur un bandeau Acceptio, tu verras ça dans quelques jours, quand tu cliques sur le bandeau Acceptio, on va te dire mais si t'en as marre de cliquer sur les bandeaux cookies, installe l'extension et on le fait pour toi. Et imagine ça à l'échelle de 70 000 sites. Mais c'est en effet ce que moi j'attendais ça. Hein. Je crois que j'en ai déjà parlé dans des podcasts, mais je me disais attends, je veux un jour, c'est quand même je fais tous les mêmes choix tout le temps, donc à un moment faudrait juste automatiser ce machin. C'est pas sorcier quoi. Et il y a quand même un risque que ça arrive directement dans le navigateur. Aujourd'hui, il est évident qu'un Google, par exemple avec Chrome, a la capacité de le faire. Sauf que ça pose des questions de responsabilité. Si Chrome et Google décident d'avoir un réglage tout oui ou tout non à l'échelle du navigateur, imagine la gueule des partenaires Google qui ont besoin du tracking pour fonctionner. C'est pas ce que fait un peu Apple. Mais parce que Apple, eux, ils n'ont pas la nécessité de faire fonctionner Google Ads. Donc eux, c'est tout non, c'est ça, non? Exactement. Ça, ouais. Exactement. Ce qui fâche un petit peu. Alors c'est pas tout non. Il y a les cookies tiers qui fonctionnent pendant quelques jours, mais ouais, c'est très très restrictif.
Ok. Pourquoi tout ça pourquoi t'es là-dedans? Pourquoi c'est si important le consentement? Alors, moi, en fait, c'était pas un domaine dans lequel j'étais initialement. J'y suis rentré parce que j'ai vu de la lumière. On bossait en fait sur un logiciel de gamification pour les sites e-commerce. On travaillait sur un petit widget qui se mettait en bas à gauche de l'écran, qui disait coucou, est-ce que tu veux visiter des pages produits et gagner des points? Voilà. C'était basiquement mettre de la gamification dans tous les sites e-commerce à l'aide d'un petit widget. Et pour faire ça, on avait l'ambition d'utiliser les données personnelles des visiteurs pour faire des règles de gameplay qui s'adaptent à l'utilisateur. Ok. Tu vois, t'es un homme, on te fait tel jeu, t'as plus de 35 ans, on te fait tel jeu, t'as acheté tel produit, on te fait tel jeu, etc. Et en analysant le contexte juridique, on était en 2016-2017, il fallait le consentement. Et donc, on se met à développer pour nous-mêmes ce truc de consentement. Et à l'époque, je me rappelle très bien, revenir vers mes associés et leur dire franchement, ce truc de consentement, je pense qu'en 2 semaines, je peux le développer et on pourrait le lancer et puis voir ce que ça donne. C'est ce qu'on a fait. Donc, moi, je suis rentré par là. J'ai pas un doctorat en sciences du consentement non plus. Mais par contre, ce qui est absolument fantastique, c'est qu'en rentrant dans ce monde-là et en commençant à s'interroger à quoi bon demander le consentement, pourquoi, comment les sites internet se rémunèrent, quels sont les acteurs économiques qui bénéficient de cette situation, et j'ai commencé à développer toute une thèse personnelle sur ce qui était juste, bon pour nous, pour l'économie, pour les humains, et à quoi pouvaient servir les bandeaux de consentement. Tu vois, un bandeau de consentement, au final, c'est un peu le vendeur qui t'accueille à l'entrée d'un magasin et qui vient te voir en te disant si vous voulez, je peux vous aider. Et c'est de la relation client. On pense au bandeau cookie comme une obligation assurantielle de compliance. En réalité, c'est juste un point de contact marketing. Et moi, le twist que j'ai voulu apporter avec Acceptio, c'est de dire de toute façon, vous devez le faire. Donc, quitte à le faire, faites-le avec une vision commerciale et marketing pour créer du lien avec l'utilisateur. Et c'est pour ça qu'on s'est mis à dessiner des cookies, des petits personnages, parce que ce qu'on voulait, c'était remettre un maximum d'humanité dans ce processus qui, aujourd'hui, est extrêmement froid, extrêmement inintéressant. Et voilà, c'est ça la genèse. Et j'ai l'impression, je pensais que tu allais m'emmener là-dessus, mais que tu as vraiment aussi un peu développé une mission presque personnelle autour du consentement, quoi. Ouais. C'est assez intéressant parce que le consentement, j'ai eu l'impression, est une notion au sens large, au sens sociétal, qui a quand même beaucoup grossi ces 5-10 dernières années. Ouais. On pense évidemment aux relations homme-femme, ou d'ailleurs homme-homme et femme-femme, mais c'est au sexe, à la séduction, à plein de choses en fait, dans lesquelles, tu vois, c'est un truc que j'apprends pas mal à mes enfants, qu'on n'apprenait pas tant que ça avant, enfin pas de la même manière en tout cas, tu vois, et peut-être pas avec les mêmes mots, en effet. Tu vois, c'est assez marrant. Je pense que à la limite, je vais le faire à l'envers parce que ça pourrait choquer à l'endroit. Mais quand tu vois, que je dis à l'envers, ça, une jeune fille, toute bébé qui forcerait un bisou à un jeune garçon, tu lui dis, c'est pas bien. Il faut qu'il soit d'accord, etc., etc. Bon, l'inverse semble plus évident, mais en l'occurrence, ça m'est arrivé récemment chez mes enfants. Ouais. Et donc tu dis, c'est important de leur apprendre le consentement. C'est important, voilà. Ce qui paraît un peu un truc de tu vois, je dis ouais, ça va, tu vois, le consentement, bon, et en fait non, tu dis là en ce moment, vu la société dans laquelle on évolue, vu tout ce qui se passe dans plein de procès, avec plein de choses, tu te dis en ce moment, attends, moi je veux que mes enfants ils évoluent dans ce monde-là avec tout ça, on n'est pas si loin. De ça, c'est la même notion. C'est connexe. Mais c'est très connexe. Et c'est marrant parce que, tu vois, t'as pris des exemples dans des choses que j'ai pu voir. Enfin, tu peux me raconter un peu, mais pourquoi c'est hyper important et comment tu le ressens, toi, Romain? Quand les experts de la privacy, de la vie privée parlent du consentement, ils abordent toujours l'angle de la donnée personnelle et qu'est-ce qui se passe si elle fuite. Et c'est un angle qui, moi, personnellement, m'ennuie prodigieusement. Non pas qu'il n'y a pas de risque. Évidemment, il y a plein de risques qui sont derrière la prolifération des données, l'échange non contrôlé entre des acteurs malveillants, c'est sûr, mais c'est pas intéressant. Ce qui est beaucoup plus intéressant, en revanche, c'est la capacité des êtres humains à exercer leur libre arbitre. Et aujourd'hui,
on est dans un monde dans lequel, de plus en plus, les algorithmes régissent nos vies et décident à notre place de tout ce qu'on va faire. Le consentement tel qu'on le fait avec Acceptio, c'est un peu comme le consentement sexuel que tu évoquais tout à l'heure. C'est une capacité pour l'humain de dire « Non, mais moi, je ne suis pas d'accord ». Ou alors, je suis d'accord, au contraire. Parce que le consentement peut être tout à fait positif ou négatif. Et c'est ça qui m'importe avec Acceptio, c'est de redonner le pouvoir à l'utilisateur de faire des choix éclairés et de décider pour lui-même qui il veut devenir. On nous empêche aujourd'hui de devenir véritablement qui on veut être. Quand tu prends une application de rencontre et que tu vas matcher des gens sur Tinder ou autre, en fait, on va te présenter des gens qui correspondent à ce que l'algorithme, à l'image que l'algorithme se fait de toi, mais pas forcément à qui tu as vraiment envie qui tu as vraiment envie de rencontrer. Et cette notion-là, pour moi, elle est fondamentale parce que les plateformes technologiques grossissent. Elles ont de plus en plus de moyens, notamment avec l'IA. Et le consentement, c'est une forme de barrière de sécurité qu'on est capable d'installer pour se dire, oh là, prenons 2 minutes, est-ce que je veux vraiment aller là ? Est-ce que je veux vraiment donner mon consentement ? Et ce libre arbitre, il permet aussi aux humains d'exprimer leur affection ou leur confiance vis-à-vis des marques. Tu vois, tu disais tout à l'heure, moi je vais sur ce site, je vais leur donner mon consentement, mais c'est parce que au final, tu leur fais confiance pour pas faire n'importe quoi. Et c'est là où c'est intéressant, c'est de se dire, à travers ce petit moment, c'est juste cette petite interaction, on vient ouvrir la porte en disant, oui, vas-y, je peux te partager ça. Et fondamentalement, dans mon entreprise, si tu rencontres des gens qui bossent avec moi, ils te diront 2 choses sur la façon dont la boîte fonctionne en interne, c'est la confiance et la transparence. On se fait confiance mutuellement et on est transparent sur tout. Et à travers le produit qu'on fait, c'est ce qu'on essaye de créer. On essaye de créer un monde dans lequel, grâce à nous, les sites sont plus transparents et toi, tu as plus confiance. Sachant que là-dessus, je t'ai vu l'expliquer quelque part, mais on se dit, bon, attends, tu vois, moi, souvent là, je vois que tu as une Apple Watch, j'ai une Garmin, je dis, bon, je m'en fous un peu, de toute façon, voilà, puis souvent, c'est plus ou moins anonymisé, mais j'en sais rien vraiment, en fait, je sais pas trop où est-ce que ça va. En plus, je les ai interconnectés avec plein d'applications, donc Strava, et puis d'autres, et puis en fait, un jour, tu peux te rendre compte que c'est sur le dark web, ça arrive d'ailleurs, ou même, en fait, cet exemple, ça peut être la justice de temps en temps, qui va utiliser des données notamment aux États-Unis, en fait, sur les questions de droit à l'avortement. Faut savoir que dans certains États, le droit à l'avortement a été assez fortement attaqué, et l'historique de navigation des personnes peut être saisi par un juge qui, constatant que tu as été visiter des liens sur Google Maps, d'aller vers des cliniques des États voisins pour te faire avorter, peut te faire condamner. Donc là, les simples données de Google Analytics qui prouvent que tu as été sur ce site à telle date, à telle heure, peuvent être utilisés par un juge pour t'incriminer, t'inculper, pour avoir fait quelque chose d'illégal. Sauf qu'en fait, l'illégalité, elle est mouvante. Tu vois, les lois, elles évoluent. Qu'est-ce qui se passe demain si on a un gouvernement fasciste ou autre qui passe au pouvoir et qui décide de changer la loi et que des trucs qui sont aujourd'hui complètement légaux deviennent illégaux ? Bah, potentiellement, les données que tu laisses sur Internet, elles peuvent se retourner contre toi et être utilisées contre toi. Incroyable, et en effet, ça donne à réfléchir à ce qu'on veut avoir et où est-ce qu'on va. Et en plus, ce qui est assez fou, c'est que tout ça, c'est tout nouveau, quoi. C'est-à-dire que finalement, à chaque fois que tu prends des exemples comme ça, tu dis bon, ça me concerne pas, je suis pas aux États-Unis, je suis pas une femme, je suis pas machin, mais en fait, si tu cherches un peu, t'as toujours un truc un peu plus proche. Exactement. Et toujours quelque chose qui est vertigineux. Et puis c'est la beauté de l'humanité, c'est la capacité de se projeter dans les problèmes des autres aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça peut pas m'arriver à moi que je vais pas me battre pour que ça t'arrive pas à toi, tu vois. Et c'est là où moi je trouve du sens dans ce qu'on fait, c'est de se dire on va essayer de rendre le web un peu meilleur, on va essayer de rendre le monde un petit peu meilleur avec du libre arbitre, de la vie privée, le respect de tes frontières aussi, et faire en sorte que on t'aide à mieux vivre au quotidien dans un web ouvert. Incroyable. C'est quoi quelques notions de je sais pas moi, de churn chez vous, les clients restent combien de temps Alors le churn, il est extrêmement bas, c'est notre grande fierté. Aujourd'hui, on a un churn qui est inférieur à 2% month on month. Okay. Donc malheureusement, le churn qu'on a aujourd'hui, on constate beaucoup de défaillances d'entreprise. Okay. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui nous quittent
parce qu'ils vont ailleurs, c'est des gens qui en fait déposent le bilan. Et c'est vrai que la situation économique actuelle est assez inquiétante pour les SMBs. Ouais. Et nous, ça nous fait toujours mal au cœur de recevoir ces lettres du tribunal qui nous dit vous êtes invité à l'audience. Mais aujourd'hui, nous, on a un très bon churn. Et puis surtout, là où on est fort, c'est qu'on a un accompagnement client de très grande qualité. On appelle nos clients, on leur fait des scans automatiquement, etc. Et on arrive ainsi à les faire monter en valeur. Donc en réalité, notre net retention rate est supérieur à 100% parce que la valeur de nos cohortes augmente dans le temps. Extra. C'est qui ton plus gros client ? Aujourd'hui, plus gros client, il y en a un, je suis sous NDA, j'ai pas le droit de le dire. Ok. Mais on va dire le deuxième, c'est PMU. Ok. Extra. Donc t'as des grands comptes comme ça qui viennent avec qui vous dealez en direct. Ouais, c'est souvent eux qui viennent vers nous, Fred. Ok. Parce que c'est le cas des appels d'offres où en fait la personne qui est en charge de l'appel d'offres t'appelle en disant ce serait bien que tu candidates. C'est vrai. Ce qui te donne un gros avantage généralement. Oui, parce que on a ce capital sympathie sur lequel on est aujourd'hui, sur lequel en France on a vraiment beaucoup de gens qui nous apprécient dans l'écosystème parce que la qualité du produit et puis aussi par les valeurs qu'on défend. Donc on jouit de cette chance. Ça coûte combien Accepio ? Ça commence à 29 € par mois Okay. et ça peut monter à des 5, 6, 10 000 € par mois si tu as des très gros trafics. 70 000 fois 29. Quand même, j'essaye de regarder un peu ce que ça donne. Attention, j'ai précisé que les agences avaient un effet réseau. Ok. C'est pas si simple à calculer. Ok. J'essaye toujours un peu. Très clair. Et quelle est ta relation avec tes investisseurs ? T'as levé combien de fois ? J'ai levé 2 fois. 2 fois Mais combien ? avec les mêmes. Ok. Avec les mêmes, au total 8,5 millions. 8,5 millions. Et en fait, on a une relation absolument fantastique avec nos investisseurs. Que ce soit OVNI d'ailleurs, qui est là, toujours là, quand on a besoin d'eux, mais aussi Isaïe, qui est aujourd'hui notre lead investor. Donc tu connais probablement la boutique. Jean-David, oui, bien sûr. Voilà, Jean-David. Alors c'est Jean-Patrice Ancio qui a fait le deal. C'est lui notre partenaire. Aussi. Okay. Qui est un mec brillant, le professeur. On l'appelle le professeur. Parce qu'il est très très entrepreneur friendly. Okay. Vraiment, c'est quelqu'un qui est derrière nous, qui est capable de nous pousser à nous dépasser, qui est capable de nous réconforter, qui est capable de penser aussi dans nos basques. Et ça, c'est très précieux, très précieux. Je te connais depuis au moins 10 ans. Il était chez BPI avant. Ouais, Paris Business Angel, Jean-Patrice. Ouais, je sais plus où est-ce qu'on s'est vu, mais ça fait longtemps. Ok. Je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout la lumière et il n'aime pas du tout parler en public, mais ce serait un invité fantastique pour toi. Fantastique. Écoute, super. 8 millions, t'en as besoin pour quoi ? Donc pour racheter des boîtes. Aujourd'hui, si tu serrer un peu les vis, tu serais largement rentable. Oui. En fait, c'est une levée de confort qui nous permet de nous déployer à l'international de manière beaucoup plus efficace et rapide. Okay. De toute façon, la levée de fonds, c'est ça, c'est des shortcuts. Ça te permet d'aller plus vite, là où si tu étais autofinancé, tu ferais un pas, là, t'en fais 3. Bon, il y a des business qui ont besoin de tellement d'années de maturation, de développement que tu as besoin d'une levée avant de pouvoir te lancer. Mais, nous, dans le SaaS, c'est pas le cas. À vrai dire, on aurait probablement pu rester bootstrap, mais comme on a une vision assez ambitieuse par rapport à l'international, par rapport à Taste, il nous paraissait important d'aller chercher ces fonds-là, justement pour se donner l'ampleur et la vigueur d'aller sur d'autres terrains. Est-ce que tu as des risques ? Est-ce que tu as des risques de cracher ? Oui, toutes les entreprises technologiques qui s'appuient sur un écosystème industriel sont susceptibles de cracher. Regarde, si demain ChatGPT remplace les sites web et que plus personne ne va sur Google, ça n'arrivera quel pas intérêt du de jour mettre au un bandeau lendemain, cookie, tu vois ? Ouais. Donc ça fait partie des signes noirs. Mais non, concrètement, aujourd'hui, on est sur un marché qui est mature, avec un besoin réglementaire qui est grandissant dans tous les pays du monde. La probabilité qu'il y ait un accident industriel, aujourd'hui, elle est quasi nulle. C'est intéressant ce que tu dis. En effet, le ChatGPT qui remplace les sites web, on se dit ce sera pas demain. Et à la fois, quand tu vois la mémoire que ça, je faisais un test la semaine dernière pour qu'il me fasse un programme pour aller en Laponie en famille, en lui expliquant quelle était ma famille et qu'il la retienne, etc. Donc s'il retient tout ça,
Après, à la fin, si je pouvais aujourd'hui lui dire, ok, c'est bon, je prends ça, book-moi les billets, réserve-moi les trucs. Enfin, tu dis, Fin bon, du game. j'aurais tellement gagné de temps et ce serait tellement bien qu'il y a des moments, t'as un peu envie de ça. Mais en l'occurrence, Je pense qu'on va y arriver d'une manière ou d'une autre. Après, la question, c'est est-ce qu'on va aller vers une multiplicité d'agents conversationnels qui sont produits par plein de gens, ou au contraire vers une extrême consolidation où c'est ChatGPT qui devient l'oracle universel vers qui tout le monde se tourne. Et à la fois, ChatGPT, pour tourner, il a quand même besoin d'un endroit et de certains sites sur lesquels il va te dire, en Laponie, il faut que tu ailles à tel endroit et que tu fasses tel truc et que donc. Bien sûr, mais aujourd'hui, je pense que les entreprises qui créent du contenu sur Internet, elles le font en pensant aussi aux algos d'entraînement des chatbots. Alors si elles le font pas, je pense qu'elles se trompent. Mais tu vois, par exemple, on a beaucoup parlé des sites de presse qui bloquent l'accès aux robots d'indexation de ChatGPT. C'est une bêtise sans nom. Certes, ils ont l'impression de se faire aspirer leur travail, mais ça leur a pas posé problème pendant 20 ans que Google le fasse. Pourquoi là ? Parce que maintenant c'est ChatGPT, c'est mal. Et ce qui est terrible, c'est que toutes les entreprises qui se mettent aujourd'hui en opposition par rapport à ces entraînements de modèles et qui décident de bloquer, de restreindre les contenus, si demain le seul moyen d'accéder à l'information c'est ChatGPT, les contenus disparaîtront. C'est-à-dire que c'est une mort assurée pour le contenu qui aura été produit. Super intéressant. Faut le voir comme ça, en effet. Moi, je me pose plein de questions sur les contenus audio et comment, mais bon, ça va aller assez vite aussi, ça. Ouais. Vous avez eu un petit coup de chaud à un moment, non ? Ouais. C'était au début de l'aventure, avant C'était que tu au passes. début. Ouais. C'était au début. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a on a passé 6 mois absolument fantastiques à Station F dans le Startup Garage de Facebook. Okay. On était à l'époque à 3 000 € d'MRR pour 5 personnes. Et en fait, on est sorti de là, on s'est fait contacter par beaucoup de fonds d'investissement. On a été un peu la star du lycée pendant quelques mois. Et moi, je faisais des allers-retours Paris-Montpellier à 150 € le billet. Et au final, la trésor de la boîte a fait... On s'est retrouvé à se poser la question, est-ce qu'on plie la boîte ? Donc ça, je te parle de fin 2018. Ok. Ouais, fin 2018, début 2019, l'époque où on sort le bandeau cookie. Et là, en fait, à ce moment-là, tension entre associés, moi je me pète le dos, c'est hernie discale à ramper dans les locaux de mon incubateur. Et puis, en fait, on se dit non, on serre les dents. Ça dure combien de temps cette période ? 1 an. Oh la vache, c'est tellement long. Alors. 1 an avec le dos opéré, la L5S1 pour les connaisseurs, et puis 1 an de presta pour moi, où en fait j'ai fait CTO dans une boîte à Montpellier, où j'ai facturé pour pouvoir payer les salaires qui étaient dans la boîte, et le soir je rebossais sur Acceptio. J'ai fait ça pendant 1 an. Quel enfer. Ouais, c'était pas drôle. Mais en même temps, c'est là où on a prouvé un peu notre résilience, et quand on est sorti de là, on était à 1 million d'ARR. On était à 1 million d'ARR quasiment, et on a levé des fonds en claquant des doigts. Parce que, c'est un peu prétentieux de dire ça. Disons qu'on a fait un roadshow qui était particulièrement court. Forcément, une boîte qui est bootstrap, qui a 1 million d'ARR, qui a un modèle SaaS avec une croissance à 100%, forcément, ça attire des investisseurs, et donc on a été récompensé de notre résilience et de nos efforts. Incroyable. Moi, je dis incroyable parce que pour l'avoir vécu, ou tu vois, le voir dans certaines boîtes, soit dans lesquelles je suis directement impliqué, soit un peu plus indirectement, en fait, une traversée du désert déjà de 2-3 mois, c'est très très long. 1 an avec en plus des problèmes perso et des problèmes de santé. Et le Covid. C'était 2020. C'est un enfer. C'était pas marrant. C'est un enfer sur Terre. C'est vraiment, et c'est très dur mentalement. Je veux dire, la facilité, c'est quand même de plier la boîte, quoi. Bah oui, oui. Je veux dire, salut, au revoir. En plus, en tant que CTO, j'aurais pu retrouver un job à 100-120K sans trop de problèmes dans le milieu. Mais non, on a décidé de le faire. On s'est dit qu'on avait encore du jus. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai 38 ans et je pense qu'à l'époque, j'en avais 34. Donc, c'était le moment de taper dedans et c'est ce qu'on a fait. Mais tu vois, moi, je suis un peu plus vieux et nous, on a eu des aventures récentes sur des boîtes sur lesquelles on hésitait à plier. On a remis un peu d'argent. Et là, on sent qu'il y a des choses qui redémarrent. Et je suis loin d'avoir là-dessus gagné la partie, mais tu te dis, en fait, voilà, ce qui est sympa, c'est que là, en quelques mois, on s'est remboursé l'argent qu'on a réinvesti. On avait fait un apport en compte courant. Ouais. Quand tu arrives à faire ça et que tu dis, putain, il y a eu une réunion où on était autour de la table à se dire, tu vois, t'es à ça, à se dire, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on plie, quoi. Ouais. J'ai vécu ce moment-là. Ouais.
Et de temps en temps, t'en as plusieurs même. Hein, mais et moi, j'ai passé l'été à me dire, là, on enregistre mi-fin septembre, mais j'ai passé l'été à me dire, bon, la probabilité que ça rompe, elle est de 80%. Et puis là, on est en train de voir le bout du tunnel. Mais c'est beaucoup d'angoisse et puis il faut beaucoup de motivation, quoi. Comment tu as fait? Qu'est-ce que tu en as tiré de ces moments? En fait, j'en ai tiré beaucoup de recul par rapport à ce qu'on faisait. C'est-à-dire que je prenais du plaisir sur le plan professionnel autant que j'en chiais sur le plan de la santé. Et je pense que, bon, je vais pas faire un exposé sur le mal de dos, mais il y a beaucoup de somatisation. Au niveau des lombaires, notamment quand on est dans des jobs sédentaires où on reste assis longtemps, on fait pas de sport, on est sur l'écran, on est courbé comme ça. En fait, voilà, les viscères appuient sur les disques et puis à un moment ça finit par péter. Et j'en ai tellement chié. En fait, j'ai perdu de la sensibilité dans ma jambe droite. Donc je sentais plus mes orteils, je sentais plus ça. C'est-à-dire que le nerf était tellement compressé que je perdais vraiment la sensibilité, ce qui fait que j'ai été opéré, mais en fait, ça te fait relativiser des emmerdes professionnelles. Tu te dis, ok, ouais, c'est peut-être chiant de perdre une boîte, mais bon, si je perds ma jambe, c'est un peu plus chiant, quoi. Et donc, j'ai pris beaucoup de recul. J'ai un ami à moi qui, dans une expérience précédente, m'avait dit, à propos du développement et de la tech et des boîtes, il m'avait dit, tu sais, on n'est pas là en train de faire des opérations à cœur ouvert. On n'est pas là... Il y a jamais d'urgence, en fait, dans ce qu'on fait. Il n'y a jamais de véritable urgence vitale. Et ça m'a beaucoup aidé à prendre du recul, et au final, quand tu prends du recul, tu redescends en pression, et c'est là où tu prends les bonnes décisions. Parce que tu peux pas prendre des bonnes décisions quand tu es complètement submergé par l'émotion ou le stress. Je suis d'accord. C'est difficile de prendre du recul, mais dans ces moments-là, l'importance de faire des trucs que tu sais, t'as une tendance à agiter les bras, à essayer de surnager, en fait, je sais pas, quand tu peux, peut-être que tu pouvais pas là, mais faire du sport, faire des choses, t'aérer l'esprit, être capable de se dire, ok, attends, dormir si t'y arrives, manger sainement et te dire, ok. C'est marrant parce que j'ai parlé de ça il y a quelques temps dans une conf où on m'interrogeait sur l'hygiène de vie, et c'est vrai que moi, à ce moment-là, j'ai opéré une bascule totale de mon hygiène de vie, où j'ai fait... Bon, déjà, au moment de créer la boîte, quand j'avais 30 ans, j'ai arrêté de fumer. J'avais 12 ans de tabac derrière moi. Donc, autant te dire que j'ai pris 8 kilos comme ça. Mais en fait, quand me sont arrivées ces péripéties, j'ai beaucoup diminué l'alcool et j'ai fait du sport. Et c'est un ami qui m'a dit, tu sais... lever des fonds, être entrepreneur de start-up, c'est comme un sportif de haut niveau, il faut de la préparation physique. Et donc, j'ai fait ça, et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui te permet de bien dormir, de bien récupérer, d'avoir toutes tes capacités. Et mine de rien, là, tu vois, en ce moment, je me déplace beaucoup dans des zones où j'ai du jet lag, tu vois, Canada, 6 heures, San Francisco, 12 heures. Bah, si t'as pas ça, t'es explosé. Explosé. Et donc... rentrer dans cette dynamique d'hygiène, je pense qu'il y aura des entrepreneurs qui vont écouter ce podcast. Franchement, c'est le meilleur conseil qu'on puisse se donner les uns les autres. Et ce que je trouve intéressant, c'est de le faire assez tôt, parce que il y a des gens, tu vois, dans ces moments difficiles que j'ai rencontrés, souvent, ils le réalisent après. C'est-à-dire qu'ils sont carbo, ils ont plié la boîte. Et là, ils sont à 2 paquets par jour, et ils boivent tous les soirs. Et voilà. Et en fait, il y a quand même un moment où si tu le fais suffisamment tôt, tu peux quand même... oui, t'es burn-out, quasi burn-out, mais tu peux encore sauver la boîte et réussir à faire à peu près les deux. C'est vrai. Je trouve ça intéressant de voir à quel moment t'arrives à opérer ce changement. Super intéressant. T'as une manière de progresser, parce que est-ce que t'as des obsessions? Est-ce que comment tu fais tout ça, parce que t'es passé par tous ces moments, puis surtout le digital, et t'es passé par plein de phases du web, tout ça évolue très vite. Comment tu y arrives? Bon, déjà, je fais une veille permanente sur absolument, sur les supports qui comptent, donc Twitter et X et Hacker News. Ok. Donc la veille, elle est permanente. J'ai toujours des onglets ouverts où je me tiens au courant. Je vais inspecter ce que font les concurrents, ce que font d'autres entreprises. Hacker News, pour ceux qui savent pas, c'est un fil d'actualité technologique qui est maintenu par le Y Combinator, donc l'accélérateur de San Francisco hyper connu. Et c'est
c'est là où on trouve les discussions les plus intéressantes aujourd'hui sur la tech. Donc il y a cette veille. Moi, ce qui me motive en fait dans mon rôle, c'est de changer de métier le plus souvent possible. J'aime changer de métier. J'ai aimé être le founding engineer de la boîte, d'être celui qui code le produit. J'ai aimé être le CTO qui recrute et coach des devs. J'ai aimé être le CEO qui va faire de la levée de fonds. J'aime être le spokesperson qui va dehors. Par exemple, un truc con, c'est j'essaye de travailler au maximum en anglais. Tous les jours, je fais des leçons d'anglais sur l'ordi avec des IA, des machins, parce que j'ai envie encore de passer ce step. Tu progresses en anglais comme ça marche ? Ouais. Moi, je vais faire des cours là. Je vais refaire des cours parce Alors, que je vais tourner en anglais. super. Je vais faire des cours avec des tu profs. sais que nous, on a salarié un prof d'anglais. Je fais un petit coucou à Kirill qui est chez nous. On a salarié un prof d'anglais qui donne des cours à tous les salariés d'entreprise le mardi. Full time. Quoi. Ah non. Il bosse au content marketing. Ok. Et en plus, il est prof. D'accord. Et donc il fait des cours avec nous. Sinon, j'aurais profité de ton. Ah bah carrément. Très cool. Écoute, super intéressant. Acceptio, donc on te trouve, on peut l'installer vite fait si on veut. On peut passer par une agence. Ouais. On va sur le site, c'est acceptio.eu ou accept.io. accept.io. Ok, si tu viens de ma part, tu peux faire un prix ou pas ? Oui, on va trouver un petit code promo à mettre code OVNI. Ok. Voilà, vous aurez un petit prix, un gros prix même. 50% sur la première année. Ah bah 50% sur la première année ? Ouais. Ça va, il est encore confidentiel ce podcast. Ok. On va trouver quelque chose dans ce style. je fais des bracos moi à chaque fois. Je suis actionnaire. Bon, ok, 30% sur le. Voilà. C'est mieux. Bon, 30%, c'est déjà pas mal. Si j'étais pas actionnaire, j'aurais insisté sur le 50, mais bon, le 30 est validé, c'est déjà bien. On peut te suivre sur LinkedIn. Ouais, sur LinkedIn, sur Twitter. Sur Twitter, t'as l'air chaud, ouais. Ouais, je suis chaud, mais je suis pas suivi. En fait, le truc c'est que donc moi je parle en mon nom propre, mais je suis aussi l'image d'Acceptio, donc ça reste assez policé. Je dis pas tout ce que je pense, mais vous pouvez me suivre sur Twitter, ça me fera plaisir. Ok. Écoute, on va regarder ça. Donc moi il faut que je retravaille mon Twitter, faut que je unfollow tout le monde pour recommencer à follow des trucs parce que c'est trop c'est trop wild, il est trop sauvage mon Twitter. Ouais, puis c'est devenu n'importe quoi là, l'onglet For You, Exactement. Ça fait mal au cœur à chaque fois qu'on va dessus. Ok, on a envie de voir la suite. Moi, j'ai surtout envie de voir ce mouvement de plaque tectonique, d'acquisition. Tu rentres dans un nouveau métier, ça c'est intéressant, parce que tu n'as encore jamais fait d'intégration, donc et ça c'est vraiment très chouette. J'aimerais beaucoup en parler quand tu avanceras et quand tu le feras. Avec plaisir. Et t'es bien entouré en tout cas avec Arnaud, avec Augustin, avec moi. Je serai là si t'as besoin. C'était la première fois qu'on se voit, mais je suis content. J'entends parler d'Acceptio depuis le tout début d'OVNI et vraiment une des stars de notre portefeuille. Donc je suis trop content. Merci Romain. Merci. En tout cas, on met tous les liens un peu partout sur internet, sur le site d'OVNI et sur toutes les plateformes de podcast. Sur YouTube aussi, on mettra le lien d'Acceptio et tes liens à toi. Super. Donc Romain, je le redis pour tout le monde, Bessuge Meuzy avec un Y à la fin. Merci Romain. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Thomas. Salut, bisous à toute la team d'OVNI, à tous les LPs qui nous font confiance aussi. Et puis à vous tous, venez rejoignez-nous. Vous voyez, on a des bonnes aventures et puis on se marre bien chez OVNI, donc c'est cool. Salut.